Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité. Qu'en pensez-vous? Une émission où on analyse et on réfléchit sur l'actualité de la semaine. Et comme à chaque semaine, j'ai un ou une panéliste de renommée locale, mais une personne extraordinaire aussi. J'accueille cette semaine mademoiselle Joanie Riendeau. Bonjour, Joanie. Bonjour, Pierre. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui. Passé une belle semaine? Oui, quand même, avec la belle température, les belles chaleurs. Moi, j'adore le froid, puis... L'automne, moi, c'est ma saison favorite. J'adore ça, le changement des feuilles. C'est la belle saison pour les randonnées pédestres. Oui, entre autres. Tu fais de la randonnée pédestre? Oui, j'adore ça. Puis, moi, je vous recommande les différents sentiers dans le secteur Vauvert du parc régional des Grandes-Rivières. Oui, c'est vrai que c'est un très beau sentier. L'hiver aussi en raquette, c'est vraiment, je trouve, la plus belle place dans la région pour faire de la raquette. On va se lancer dans l'actualité parce qu'on est là pour ça. On va débuter avec l'élection fédérale 2019. On va faire le retour un peu sur la semaine, la campagne cette semaine, que ce soit dans le comté, Lac-Saint-Jean ou dans la région ou ailleurs au Québec. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi? Est-ce que tu as des choses à dire sur différents partis, quelque chose qui t'a marqué? Sinon, j'ai quelques sujets que je peux te lancer, si tu veux. Moi, présentement, au niveau local, j'ai pas vu d'éléments qui font ressortir plus qu'un candidat qu'un autre cette semaine. Moi, je suis d'accord que dans le comté, en ce moment, on est beaucoup d'une campagne de chefs, donc de partis, mais qu'on a peu d'engagement. Tu sais, on parle... de toute façon, je trouve que c'est une campagne qui est dégueulasse, très négative, là. On cherche des bibites aux autres à la place de faire valoir un point de vue. D'ailleurs, j'aimerais dire à tous ceux qui posent des choses sur Facebook, là, on ne veut pas savoir qui vous détestez en politique. On veut du positif. On veut savoir pour qui vous allez voter. Quelle idée vous fascine ou vous metteriez de l'avant. Je suis tanné d'entendre tout le temps le même monde qui, peu importe les politiciens, vont chier dessus. Excusez-moi l'expression. On a besoin, j'ai l'impression, de campagnes plus positives, des campagnes d'idées où on va parler de ce qui se passe, de qu'est-ce qu'on veut faire. Et si on regarde, c'est surtout des attaques envers les individus plus qu'envers les idées. Ah, les idées, on n'en parle pas. En plus, les médias n'aident pas, on va se le dire. Non, ça touche beaucoup plus les émotions lorsqu'on parle vraiment des individus, mais ça fait qu'on n'avance pas plus, là. Il y a une publication sur Facebook qui court beaucoup, puis je l'ai bien aimée, et surtout en anglais. C'est on devrait-tu pas avoir de gouvernement pendant 3-4 ans pour un peu plus se connaître avant de retourner avec un premier ministre? C'est comme si c'était une séparation amoureuse, là, se dire, ben tant qu'à avoir une relation qui va pas bien, on va prendre du temps tout seul, puis après on décidera. Ben c'est vraiment ça que ça me donne comme impression, cette campagne-là. Ça me donne comme une impression de une guéguerre d'enfants, tu sais. Ah, lui, il a fait ça, lui, il a fait ci, lui, il a fait ça. Il y a pas de... OK, moi, j'avance. Non, c'est je regarde tout ce que les autres n'ont pas fait ou tout. On cherche des bébites, là. Ouais, je vais te lancer. On va commencer avec le faux scandale du brownface, là. Pourquoi je dis faux scandale? Bon, ben écoute, c'est arrivé, c'est excusé. Mais moi, ce que je trouve, c'est que les médias se sont accrochés à ça comme si c'était du pain béni, quand au bout du compte, chaque fois qu'ils rencontrent quelqu'un puis ils posaient la question, le monde font bon, un peu d'incidence. Et on l'a vu dans le dernier sondage léger, là, aucune incidence sur les intentions de vote. Mais on s'accroche à ça. Puis en plus, là, on est allé voir la Ligue des Noirs, on a fait des entrevues. Mais je m'excuse, mais Aladdin, là, c'est les contes des Mille et une nuits. Les Mille et une nuits, c'est perse. J'ai vu aucun journaliste essayer de me trouver un Iranien pour avoir son point de vue sur... non. Je trouve que c'est vraiment de la base politique. Puis je te dirais que la meilleure chronique à ce sujet-là que j'ai aimée, c'est l'auteur Denis Laferrière qui l'a fait. Et j'ai tellement aimé dire... Regarde, premièrement, c'est arrivé en 2001. Ce n'étaient pas les mêmes connaissances qu'on avait au niveau du racisme. C'était pas les mêmes situations. Puis n'importe qui, maintenant, là, d'après moi, là, il doit y avoir des gens qui brûlent des photos. C'est incroyable. Parce qu'ils vont peut-être envisager d'être en politique dans 20 ans. Donc là, il y a quand même une limite, là. Faut remettre la photo dans son contexte, dans son certain milieu. En plus, M. Trudeau s'est excusé, et pas juste une fois, à plusieurs reprises. C'est quasiment de la plaventrice. Non, c'est quelque chose, là. Puis, selon moi, le seul des chefs qui pouvait vraiment commenter de manière légitime, c'était M. Jack Meeting. Et M. Jack Meeting n'a pas dit... il a clairement dit, oui, c'est un geste qui est très décevant, c'est un geste qui n'est pas qui est pas tolérable, mais en aucun cas, et c'est M. Singh qui l'a dit, M. Trudeau est un raciste. Non, mais là, puis il a tellement fait des mesures pour les Autochtones, pour les droits, pour l'égalité, les homosexuels, etc. Là, je vais m'amener.
J'aimerais bien savoir le Parti conservateur en faire autant quand ils sont au pouvoir, là. Bien, c'est ça, c'est que on augmente un scandale qui, pour l'ensemble des classes sociales, l'ensemble des groupes sociaux, c'est fini. On fait juste l'alimenter. Il y a pas mal plus de choses à parler dans cette élection-là que le brown face de Justin Trudeau. Il aime se déguiser. Non, mais qu'est-ce que ça vous fait qu'il se déguise, là? Mais pour vrai, là, pourquoi ça vous choque? Moi, là, je trouve pas ça brillant, là, mais j'en ai, pour vrai, rien à foutre, là. Regarde, c'est passé, c'est fait. Il était même pas en politique. Il était professeur d'art dramatique, puis il représentait un conte. Un personnage de conte. Hey! Je trouve qu'on en a déjà trop parlé. Déjà. Bien d'accord avec toi. Mais d'un autre côté, je me dis, est-ce que ça a un lien avec ces différents voyages où il s'est habillé, comme par exemple son voyage en Inde qui a fait un scandale? Oui, mais ça, il y a sûrement, tout le monde trouve des liens, alors qu'on peut-tu parler des idées, s'il vous plaît? C'est exactement mon point. Moi, là, qui se déguise, là, quand il est allé en Inde, là, c'est la même affaire. Je fais comme... tu sais, j'ai un peu un regard de dégoût quand je vois ça, mais en même temps, je m'en fous, là, pour vrai, je m'en fous. Je trouve que ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce qu'il fait, là, concrètement? Qu'est-ce que les politiciens nous proposent? J'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup. Parce que, là, peu importe ce qu'ils vont proposer, les journalistes, les autres partis vont attaquer des affaires. Ah oui, t'as fait ça. C'est quoi l'autre affaire, là? Il y a quelqu'un qui a été pris en état d'ébriété il y a 30 ans. Il y a 30 ans, mon Dieu Seigneur. Je veux dire, là, il faut en venir, hein, non? Non, c'est ça. Puis tant qu'à parler d'idées, moi, je te propose de parler du Parti vert qui a mis une idée niveau local bien intéressante puis bien audacieuse. C'est le seul parti au niveau local qui a fait une promesse claire, nette et précise à propos de GNL Québec, de gaz naturel liquéfié Québec, qui est d'abandonner complètement le projet. OK. C'est le seul. Les autres ont toujours été mitigés, tandis que là, c'est vraiment dans le plan électoral local. Donc, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, au moins, eux, ils se trempent. Oui. Parce que les autres vont tout le temps dire quelque chose. Ah oui, non. Faut en faire un autre. Ils sont clairs. Ouais. Ils sont clairs, ils font tomber. Donc, moi, je trouve déjà que c'est important. Moi, ce projet-là, selon les informations que j'ai, je me dis, il n'est même pas viable. Il n'est pas viable à long terme. Il n'y a pas tu sais, ils disent carboneutre. Oui, mais pour combien de temps? Puis carboneutre au niveau local, mais pas au niveau planétaire. J'ai vu des journalistes puis des militants s'attaquer à Claude Villeneuve de l'Université du Québec à Chicoutimi à ce sujet-là. Bien, moi, je pense que M. Villeneuve a fait un travail dans les modèles qu'on lui a demandé. M. Villeneuve, c'est un scientifique qui se C'est un base scientifique. sur des faits et des données et non pas, il n'y a pas l'émotion. Hein, non, bien c'est ça. Puis, c'est la question. Il a répondu à une question scientifique. Il n'a pas dit « on va faire ». Non, il a mis une question scientifique. Donc, il ne faut pas attaquer le scientifique, là, selon moi. C'est au contraire, c'est attaquer le projet, voir à long terme. Puis, c'est quelque chose qui, selon moi, le Parti vert, je suis bien... Moi, ça m'a donné des points pour le Parti vert, de me dire « OK, ils se sont trempés. Ils ont pris une décision présentement. » Oui, parce que souvent, on va souvent opposer économie et environnement dans la campagne électorale. Mais la réalité, c'est que l'avenir, c'est de l'économie verte. Là. C'est vers ça qu'il faut aller, mais il faut prendre des décisions politiques pour aller vers ça. C'est de l'économie durable. C'est l'économie durable, puis on en parle parce que puis dans la région, contrairement à ce que bien des gens pensent, c'est ultra important parce qu'on va être les premiers touchés. C'est pas les grands centres. C'est nous qui avons les ressources naturelles, c'est nous qui en avons la responsabilité en tant que producteur, en tant que pourvoyeur de ce produit-là. Parce que sur qui ils vont taper au niveau politique? Les gens de Montréal. Ah, ils font une mauvaise utilisation du bois. Non, le développement durable commence dès la matière première. Moi, je vois des forestiers qui travaillent intelligemment. On voit des ingénieurs forestiers qui font du travail. Le gaz naturel liquéfié, là, dans le projet, là, il est utilisé pour quoi? Il est extrait, il traverse les plaines du Canada pour aller... par fracturation. Fracturation. Puis là, on me dit, ah non... C'est le pétrole le plus sale au monde, hein? Le pétrole des sables bitumineux. Puis là, on parle du gaz naturel, là. Oui, c'est vrai. C'est pas... Mais ça, c'est par fracturation. Par fracturation, c'est que ça... Dans la fracturation, on a dit, ah, ben là, non, ça va bien le pipeline. Oui, mais avant le pipeline, comment il est extrait?
Le Canada est l'un des pays où il y a le plus de plans d'eau potable au monde. L'or bleu, dans quelques années, ça va valoir incroyablement cher. Et on va le scraper pour des profits maintenant. Puis des profits pas pour nous autres, des profits pour des grandes minières, des grandes compagnies pétrolières, je veux dire. Puis... Qui va servir à polluer plus loin? Quand on dit être responsable, c'est être responsable pas seulement de notre petit territoire, puis de dire du développement économique ou de le développement écologique. Ah oui, ça va aider à la transition écologique. Je pense qu'on est capable de sauter cette étape-là dans la transition écologique, puis on peut aller plus vite auprès des organisations. Puis je veux faire du pouce là-dessus parce que clairement, l'environnement, c'est invité dans la campagne électorale. C'est l'enjeu prioritaire. Pour une fois là, que c'est pas l'économie, là. Non, mais c'est vraiment intéressant, cette approche-là. Même les conservateurs sont obligés de développer une plateforme crédible en environnement. Il faut le faire. Parce que historiquement, là, ça fait de pitié, il faut le dire. Là, il y a un événement qui est arrivé cette semaine. Greta Thunberg est arrivée à l'ONU, elle a pris la parole, là, ça a été relayé partout. Là, il y a comme deux camps. Là. Il y a ceux qui sont d'accord avec son message qui l'encensent, puis ceux qui ne sont pas d'accord avec son message qui il lancent des roches. Quand elle apporte un message, là, dans le sens où elle parle, mais elle fait partie de toute la mouvance des jeunes, de l'éco-anxiété, de qu'est-ce qui se passe, de voir que là, ça serait peut-être le temps de faire des choses. Rappelez-vous, dans les années 80, comme on avait peur des pluies acides, il n'y en a plus de pluies acides. Pourquoi? Parce que les gouvernements se sont assis et ont mis des solutions en place. Ils n'ont pas attendu que toutes les arbres soient défeuillés pour faire quelque chose. Défeuillés, ça se dit pas. Bon, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Mais je pense que c'est ça. Là. Il faut poser des actions politiques maintenant si on va avoir des résultats, puis pas attendre qu'on soit vraiment dans la destruction massive de l'humanité. Encore une fois, j'ai lu des phrases vraiment extraordinaires. Quand c'est rendu que les enfants, les leaders agissent comme des enfants, mais que les enfants deviennent des leaders. On est rendu dans cette situation-là présentement. Des guerres économiques, lorsque le problème, c'est que votre économie ne tient à rien, sauf les ressources. Puis les ressources, c'est l'environnement. À quoi ça sert d'avoir de l'argent si tu n'es pas capable de te nourrir, si tu n'es pas capable de respirer, si plus de 7 millions de personnes à travers le monde vont perdre leur maison parce qu'ils habitent proche des côtes? Non, mais selon les derniers, ils font des... Le GIEC, le dernier rapport du GIEC. C'est 1 milliard de réfugiés en 2100. On a vu ce que ça a fait, 100 000 réfugiés syriens dans le monde là, il y a quelques années. Imaginez 1 milliard de réfugiés sur la planète. Puis 1 milliard de réfugiés, on parle de réfugiés climatiques qui ne peuvent pas vivre dans leur milieu. Pas parce qu'ils quittent une guerre, non, parce que ce n'est juste plus habitable. Ce n'est pas... puis ce n'est... Lorsqu'on fait on reste quand même au Canada un milieu très privilégié. Oui. On est déjà dans un milieu tempéré. Mais on va voir Cuba, on va voir République dominicaine, Haïti, le Japon. On va prendre tous ceux qui sont sur la ligne équatoriale. Avez-vous remarqué qu'au cours des 10 dernières années, les plus grandes catastrophes sont arrivées pas mal dans ce coin-là parce que c'est le lieu le plus chaud. Nous, au Québec, la chaleur des océans, là, c'est de plus en plus rapide, le réchauffement des océans. Parce que le réchauffement climatique, c'est des températures extrêmes. Ce qui fait des ouragans, ce qui fait des tornades, ce qui fait... c'est incroyable. Fait qu'il y a plein de secteurs que les maisons seront peu assurables. Vous voulez parler d'économie, hein? On va parler d'assurance! non, je niaise, mais des fois, on dirait que le discours des gens s'attache à des choses comme ça. Bien, c'est parce qu'on voit l'économie comme quelque chose au jour le jour, alors qu'une économie durable veut dire on fait des investissements maintenant pour que ça perdure, pas pour « Ah, je vais m'enrichir le plus vite possible ». Ce que l'industrie forestière a très bien fait ici dans la région, en reboisant, en faisant une bonne gestion de la forêt, de la ressource, pour qu'elle perdure dans le temps. C'est vers ce modèle-là qu'il faudrait aller. Et pourtant, ils font de l'argent, là, les forestières. Là. Oui, puis moi, ça m'apporte sur un autre sujet au niveau local qu'on va retoucher, mais moi, je suis bien contente que les médias parlent enfin du groupe Agir. On s'en reparlera tout à l'heure. Mais là, on parle beaucoup de la forêt. Mais il y a tellement d'autres matières qu'on n'utilise pas à leur plein potentiel. Quelque chose de bien original que moi, dernièrement, j'ai vu le documentaire Dans le cerveau de Bill Gates sur Netflix. Okay. Et ceux qui ne connaissent pas très bien ce multimilliardaire créateur de Microsoft, il est aussi
fondateur de la Fondation Melinda et Bill Gates, qui touche différents enjeux de développement social. Donc, il y a l'hygiène, il y a l'éducation, mais il y a aussi l'énergie, l'utilisation d'énergie propre. Puis, un des projets sur lesquels il travaille, c'est la création d'un... Puis, ils sont plus loin, ils sont rendus au prototype. La création d'un réacteur nucléaire à l'uranium appauvri. Okay. Parce que présentement, lorsqu'on reparle à Gentilly ou tout autre qu'on connaît, les systèmes CANDU, c'est de l'uranium enrichi. Donc, c'est ça qui est le plus rough. Puis, ce qui est polluant, c'est pas l'énergie, c'est l'uranium à la fin. C'est à la fin, comment on se débarrasse, en fait, des résidus? Bien, c'est surtout qu'il faut qu'il soit refroidi afin que le système, parce que c'est un système au niveau atomique qui bouge, puis comme dans un micro-ondes, ça bouge tellement que c'est chaud, c'est comme ça que ça marche. Bien, il faut que ça aille dans des piscines qui sont refroidies. L'uranium appauvri, le système qu'ils ont fait, il a été démontré qu'ils sont capables de fournir 10 ans avec le même système. Donc, pas de recharge d'uranium avant 10 ans, avant l'ouverture. C'est le genre de choses qu'il faut penser de manière audacieuse. Parce que oui, l'uranium, ça a du bon, ça a du mauvais au niveau nucléaire, mais c'est là, quand on dit de l'investissement intelligemment sur le développement durable, c'est de sortir de notre milieu du « oui, mais ». J'entends tellement de politiciens, d'entrepreneurs, de personnes d'opinion dire « oui, mais ça ne marchera pas à cause de ça ». Oui, mais il y a ça qu'il faut prendre en compte. Oui, mais ça ne rapporte pas. Oui, mais... oui, et ça a un impact positif dans tant d'années. Oui, c'est ça. Et le oui, mais vient souvent parce qu'on a un désaccord, parce qu'on va penser personnellement au lieu de globalement. Donc, on ne pensera pas quel est le bienfait pour les Canadiens, pour l'humanité. On va regarder, moi, dans ma poche, j'ai-tu 2 piastres de plus? Mais ça, c'est pas le cas de tout le monde. Oui, c'est un réflexe qu'on a naturellement, mais, tu sais, par exemple, prenons GNL Québec, pour revenir faire notre boucle, il y a le « oui, mais on veut... il y a oui, mais. Le oui, mais de je veux... on veut aider la transition. Bien oui, et pourquoi ça doit être du gaz naturel? Oui, c'est ça. Oui, et pourquoi on ne pourrait pas y aller en les aidant à des éoliennes ou autres? Alors, on a de très bonnes ressources, on est la vallée de l'aluminium. Il faut leur donner, cependant, moi je dois leur donner quelque chose à GNL Québec. Dans leur projet, ils ont quand même réfléchi à ça en disant on veut une usine carbonate, on veut. Tu sais, ils l'ont vu venir, ils la voient la transition, mais ils sont peut-être pas encore assez loin où on devrait aller, en fait. Tu sais, ce qu'eux proposent, on aurait dû se faire proposer ça il y a 20 ans. Là, en fait. Oui, puis leur intention est quand même très louable. Oui, puis ils veulent faire de l'argent, c'est une compagnie, c'est normal. Là. Oui, puis c'est dans une vision de développement durable, mais d'un développement durable qui aurait dû, comme tu l'as dit, être présenté il y a 20 ans. Dernier sujet avec les élections, parce que là, ça s'invite beaucoup aussi dans la campagne au niveau régional, c'est le rapport d'impôt unique. Parce qu'on sait que les partis sont positionnés, on est pour un rapport d'impôt unique ou on est contre un rapport d'impôt unique. En général, ceux qui sont pour, c'est parce que ça fait moins de paperasse. Puis ceux qui sont contre, c'est parce qu'il y a 1000 emplois en jeu. Bon, ceux qui sont pour nous disent que les 1000 emplois en jeu ne sont pas vraiment en jeu, mais ils n'ont rien, ils ne s'engagent pas. Hein. Il n'y a pas d'engagement ferme à ce que ça ne disparaisse pas. Fait que là, on est encore dans un débat de dire, est-ce que je veux que ce soit moins compliqué pour moi ou je veux collectivement garder 1000 emplois bien payés qui participent à l'économie locale? Il faut comprendre pourquoi au Québec, nous avons 2 rapports d'impôts. Commençons par le début. Commençons par Pourquoi ça. paye-t-on des impôts? C'est qui le prof de politique ici? C'est comme... Non, c'est bon. Alors, pourquoi on a 2 rapports d'impôts? C'est qu'au niveau du Bloc québécois, c'est pour calculer vraiment, pour avoir de meilleures retombées, puis s'assurer d'avoir les retours qu'on a besoin tout en ayant une indépendance économique. Donc, c'est pour ça qu'il y a 2 rapports d'impôts.
Ce qui était le plus dur et le plus chiant, je vais utiliser ce terme-là, c'est que lorsqu'on le fait papier, il faut remplir complètement 2 formulaires, qu'on a l'impression qu'ils répètent exactement les mêmes affaires. Ils répètent exactement les mêmes affaires. Il y a des petits détails au niveau des subventions qui sont Québec, d'autres Mais Canada. en général, là, on met à une ligne notre revenu annuel. Puis oui, puis souvent, là, c'est dans le formulaire 1, c'est 210, l'autre, c'est 110. Donc, on sait c'est quoi. Mais ça permet aussi d'avoir une neutralité aussi, parce que il y a une impression, il y avait une impression, je ne peux pas le prouver, je ne peux pas, que lorsqu'il y avait des décisions qui se faisaient au niveau financier à ce moment-là, bien, le gouvernement Ottawa en gardait jusqu'à ce que Québec plie à l'époque. Donc, ça permet vraiment d'avoir que le Québec ait les retombées dont il prévoit faire. Aujourd'hui, pourquoi faire un rapport d'impôt unique? Combien de personnes ne font encore papier? Le faire par Internet, on le remplit une fois à la case parce qu'automatiquement, il va l'envoyer les 2 rapports en même temps. Vous irez chez votre comptable ne va pas vous le faire papier. C'est très, très rare. Il va vraiment vous le faire une version électronique, puis ça va se faire automatiquement des 2 côtés. Moi, je suis mitigée dans ce projet-là parce que, oui, il y a l'emploi des 1000 personnes dans notre région, des retombées directes. Mais ces 1000 personnes-là, ils ont un salaire. On les paye par ces mêmes impôts-là. Donc, il faut voir qu'est-ce qui est le plus gagnant. Est-ce que c'est de faire de l'économie au niveau des salaires en ayant un seul rapport d'impôt, mais on nuit à notre pouvoir politique? On nuit possiblement à notre pouvoir politique au niveau des finances en étant rattaché au gouvernement d'Ottawa, en disant toujours être dépendant du gouvernement d'Ottawa, ou on les garde, mais on assume le coût. On assume le coût d'avoir ça. C'est ça. C'est une belle réflexion. Moi, c'est certain. Mais moi, je trouve que c'est encore... En fait, ce qu'on met encore en opposition, c'est un avantage global face à un avantage personnel. Donc, c'est toujours ça, l'individualisme versus la société. Moi, je crois beaucoup qu'on est plus fort si on travaille ensemble. Oui. Puis ces gens-là, d'après moi aussi, avec les différentes... Tu sais, si on regarde au cours des dernières années, l'évasion fiscale, tout ça, c'est tout... Les gens qui travaillent là, c'est des comptables, c'est des inspecteurs de l'impôt. Il y a plusieurs rôles. Ils ne pourraient pas travailler sur l'évasion fiscale qu'on essaye de trouver. Ils ne pourraient pas travailler sur d'autres milieux qu'on demande depuis des années. Ils pourraient, mais personne ne s'engage à ça. On est tout le temps dans il ne se perdra pas d'emploi, mais personne n'a de plan clair, personne ne s'engage à dire oui, on va faire ça. Tu sais, je veux dire, là, à un moment donné, on a des suppositions, là. Ça serait tellement extraordinaire pour les gens de Jonquière d'avoir un plan et de se faire dire OK, il n'y a plus d'impôts, mais on pourrait pas être un bureau d'enquête sur, mais pour sur le revenu? Ça prend un gouvernement qui veut faire des enquêtes sur l'évasion fiscale. Parce qu'en ce moment, je te dirais que les leviers, écoute, il se passe pas grand-chose quand on pourrait aller chercher beaucoup d'argent. Là. Il y a beaucoup de milliards de dollars. Mais ça sent déjà la fermeture parce que le gouvernement du Canada n'investit même pas dans les locaux. Donc ça, là, c'est déjà enrageant pour les gens qui travaillent là. Ils le sentent depuis des années, eux. Là. Les rénovations dans les locaux ne sont pas faites depuis plusieurs années. Donc, c'est enrageant de voir ça partir lentement aussi. OK. Donc, je pense que c'est le moment où on va partir à la pause pour revenir avec l'actualité plus régionale. On revient dans quelques secondes.
Bonjour, je m'appelle Mallory. J'adore faire du vélo et j'aime ça aller au parc. À mon école, il y a des filles qui sautent à la corde à danser. Maintenant, je vais pouvoir sauter à la corde à danser avec elles. Grâce aux amphithéâtres, je peux faire tout ce que j'aime. Bien, je pense que c'est un peu prétentieux, là, puis je l'assume vraiment. Mais j'aimerais vraiment ça que Délices du Lac-Saint-Jean devienne un peu la pierre angulaire du Bleuet transformé. Je parle pas de première transformation, mais de deuxième et troisième. L'accueil, l'industrie touristique, la transformation à son plus bas niveau. Pour moi, ça serait vraiment ça. Les gens reconnaissent l'entreprise comme étant un pôle de transformation de la matière qui est abondante en région. Ce que je veux qu'on comprenne, c'est qu'on fait pas ça pour les mauvaises raisons. On le fait réellement pour les bonnes raisons. Et on veut faire goûter la région à l'ensemble de la population. Donc, dans 5-10 ans, ce serait vraiment de devenir un pôle de transformation. Est-ce que tu as faim? Qu'est-ce que tu veux avoir? Banane. Tu veux une banane? Oui. Un petit morceau de banane. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup? Oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup? Qu'est-ce que tu veux? Banane. Encore une banane? On est de retour. Oui. Merci d'être encore là. On va parler maintenant de ce qui se passe dans notre petit coin de pays. On va lâcher un peu les élections, malgré que tout est un peu rattaché. Hein. En ce moment, là, dans l'annuel et l'actualité, on est beaucoup. Quand on est en campagne électorale, tout le monde a sa liste d'épicerie, ses demandes, ses affaires. Oui. Dolbeau-Mistassini, investissement de 245 000 $ pour réaménager le parc de la piscine dans le secteur Mistassini, proche de l'Oasis, un parc où j'allais souvent quand j'étais petit et je pense qu'il n'y a pas eu d'investissement là depuis au moins 40 ans. Bien, c'est encore un très bel endroit. Oui. C'est vraiment, il est bien entretenu, mais je suis vraiment contente parce que, oui, il y avait un grand espace vert, mais c'est aussi on n'y pense pas souvent, mais c'est aussi une porte d'entrée de la véloroute. Elle descend dans le parc, mais ça fait un arrêt magnifique avec une vue sur le chute. Avec la piscine, les jeux, puis des jeux d'eau. C'est tellement le fun. Tu sais, tellement familial. C'est familial. L'objectif, c'est d'être familial, d'avoir un développement familial. On ne se le cachera pas aussi au niveau politique. Beaucoup des gens de Mistassini se sont plaints qu'il y ait peu d'investissement dans Mistassini. Ils se sont fait... Ils ont raison. Donc là, c'est... Je trouve aussi, j'habite à Mistassini, puis je suis obligée d'aller à Dolbeau pour la grande majorité. Hein. On est tous contents d'avoir un Dollarama à Mistassini depuis peu de temps. Donc, tu sais, ça voit l'impact, là. Ah oui. Alors, on voit la différence. Mais moi, j'adore ce projet-là, puis j'espère que ça ne sera pas le seul. Ça ne sera pas un projet pour accrocher puis dire « Ah, regardez, on a fait un investissement à Mistassini, puis après, on laisse tomber ». Non, c'est... J'ai vu les plans, puis je trouve ça bien intéressant. Puis oui, c'est un investissement quand même de 245 000 $. Mais c'est des belles installations extérieures, familiales, accessibles,
Quand on a des enfants, c'est vrai que l'été, les jeux d'eau, c'est assez magique. C'est ça crée aussi comme une synergie là, de la les enfants jouent entre eux. Oui, puis les gens se voient, ça crée je sais pas, une vie aussi sociale et communautaire. Oui, parce que quand même s'il y a beaucoup de familles à Mistassini, il n'y a pas tant de lieux de rencontre à part l'école ou la cour d'école. La cour d'école a vécu beaucoup de vandalisme, par exemple, pendant le festival du Bleuet ou d'autres endroits. Donc, nous, c'est le fun d'avoir 2 espaces, d'avoir 2 endroits, une où la piscine va être encore plus vivante, parce que là, les gens, ils vont dans la piscine, puis j'ai rarement vu les enfants jouer dans les jeux qui sont en arrière-plan. Mais là, ça va être le fun, parce que ceux qui ont des jeunes bébés, là, c'est bien beau la piscine, là, mais c'est pas super relaxant. Regarde qui parle. La maman d'un jeune bébé. Non, mais moi, en tout cas, je suis vraiment content. Puis ça me fait penser qu'il y a plein de parcs. Je me demande, je ne sais même plus si le parc des copains existe encore. Faudrait que j'aille voir. C'était déjà un peu... Je sais même pas de quel tu parles. Ah, c'est pas grave. Je vais aller voir là, tantôt. C'était déjà glauque à la fin de mon adolescence. Je sais pas s'il s'est passé quelque chose. Je reste dans la région, mais c'est une mesure qui a été annoncée, qui a fait beaucoup de vagues au niveau du Québec. Le gouvernement Kakis a dit, parce qu'on sait que selon la loi, à partir de 2024, les grandes entreprises devront diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre de 4 mais hier, on a annoncé que les gros et grands pollueurs vont être exemptés de ça, dont Elkem Metal, qui est dans la région ici, qui fait partie des 8-10 entreprises qui n'auront pas, on parle entre autres de la cimenterie à Port-Daniel, qu'on a subventionné à outrance, qui maintenant va permettre de continuer à polluer. C'est pas un drôle de message qu'on envoie là. Là encore, on va dire qu'il faut protéger l'économie, il faut protéger l'économie. Ben, c'est en plein ça. Pourquoi les entreprises ne peuvent pas se protéger? Je sais pas. Moi, c'est ce que je trouve aussi, c'est que oui, il faut protéger l'économie, surtout sur un prix qui va être dans 4 ans. Oui. OK? C'est un prix dans 4 ans, c'est en 2024. Elkem Québec, c'est quand même une branche de Elkem Norvège. Et c'est vrai que le prix, avec la réduction des GES, ferait qu'il ne serait pas du tout concurrentiel sur le marché. Ça, c'est vrai. Mais encore une fois, on parlait tout à l'heure de développement durable. Pourquoi il ne serait pas rentable? Ça ne serait pas le bon temps, dans les 4 premières années, de voir quelles sont les différentes méthodes qu'ils pourraient appliquer, quel est le développement qu'ils pourraient faire, quel investissement. Puis, s'il n'y en a pas, à quoi sert de taxe carbone? Ça sert à ça sert à... tu peux pas, ben paye... Ah, mais il y a d'autres manières. Plantons des arbres, faisons... Je sais pas, il y a d'autres manières de dire... Ben c'est ça, c'est que dans cette taxe-là, c'est vraiment au niveau de la production. Tu peux pas acheter des points carbone. Tu peux pas combler au niveau du carbone, surtout pour la quantité qu'ils font. Parce qu'il faut vraiment penser à ses retombées. Mais une façon là, qu'on pourrait faire, puis qu'on voit déjà à Saint-Félicien, c'est l'utilisation du carbone qu'on voit de l'usine de Résolu, qui est transférée dans une serre. Oui. Pourquoi Elkem ne pourrait pas faire ça? Oui, il y a plein de manières, mais il faut vouloir. Ça prend de la volonté des entrepreneurs, ça prend de la volonté politique. Mais là, ce qu'on leur dit, c'est « Attends, on va t'organiser ». Ça n'oblige pas les gens à être ingénieux, Tu sais, on se targue de manquer d'innovation, là, mais on fait tout pour que les gens n'innovent pas parce qu'on ne leur permet pas d'essayer de réfléchir en dehors du paradigme puis de changer les choses. Parce que chaque fois qu'on fait une norme, ben là, on l'assouplit pour que monsieur et madame tout le monde soit content. Bien, ça, là, c'est quelque chose... Dans l'évolution humaine, à chaque fois qu'on a eu un développement technologique, c'est par nécessité. Si on enlève le sentiment de nécessité, à quoi ça sert d'évoluer? Je suis bien dans mes affaires. Je sais pas, j'ai jamais évolué. Mais ce qui est important dans ce terme-là, c'est surtout que, par exemple, le feu, bien, c'est parce que l'estomac, on s'est aperçu que le feu faisait que la digestion était plus facile, donc on était plus capable de chasser et ça allait monter. À chaque fois qu'on a une nécessité, on voit à des solutions. Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas le sentiment de nécessité, puis qu'on vient toujours retrouver une solution qui ne nous demande pas de trop bouger. Oui, mais on a la nécessité, mais la volonté politique n'est pas là. C'est l'effort. La nécessité, présentement, elle n'est pas assez forte pour que quelqu'un mette de l'effort derrière ça. Donc, le gouvernement, en faisant cet accommodement-là aux entreprises, là, on a tellement parlé des accommodements raisonnables au cours de l'essai. Moi, je trouve que c'est un accommodement déraisonnable.
Moi aussi. Je pense que en tout cas, ça l'envoie le mauvais message, même à ces compagnies-là, de dire écoutez, gang, c'est pas grave, là, on va s'organiser, C'est Mais- ça, on va mettre la même problème de législation auprès des petites entreprises, mais pas à vous. Puis tu sais, tous ceux qui innovent, là, qui vont vers l'économie verte, l'économie durable, qui font des investissements pour changer, puis qui seront vraiment plus concurrentiels dans vraiment pas longtemps, là, ben eux, là, le message qu'on leur envoie, c'est « Ah, t'as fait ça pour rien, nous, on t'aura accommodé. » Ou encore, hey, merci d'avoir fait l'effort pour celui qu'on permet de continuer. Ouais. En tout cas, ça me choque. Choqué, ça paraît-tu? Ben, moi, ça m'énerve parce en tant que citoyenne, mais en tant qu'entrepreneur, en tant que mère, en tant que... Hey, il faut innover, s'il vous plaît. C'est qui va rester avec ça? Oui. Puis là, l'autre message qu'on envoie, c'est qu'il y a comme deux vitesses, tu sais. Ah, t'es un gros pollueur, t'as pas besoin, mais t'es un petit pollueur, il faut que tu le fasses. Ah, c'est plus facile pour un petit pollueur. Ben oui. Ben oui. Mais c'est pas le petit pollueur qui a le plus de problématiques à le faire. C'est le gros pollueur. Puis c'est le gros pollueur qui... Moi, je me dis des fois, là, l'argent qu'on met en subvention, pourquoi ça ne serait pas donné, par exemple, puis il existe un programme en plus pour ça, un programme de subvention, pourquoi c'est pas donné en disant, ben je te donne 50 de la subvention en argent, l'autre pour que tu aies un scientifique, l'autre pour que tu aies une équipe de recherche universitaire pour développer un produit avec toi. Ça existe en plus, c'est Recherche Québec qui donne cette subvention-là. Ils payent, dans le fond, c'est sur un an, ils payent La recherche pour... la recherche de développement pour répondre à cette problématique-là. Si Elkem, il arrive avec cette solution-là puis il dit « Ah, ben regarde, tu es exempté à condition que pendant un an, tu démontres que tu fais de la recherche pour le faire à long terme. Ouais. » Ça serait déjà plus acceptable socialement. Oui. Puis cet argent-là, c'est un emploi, c'est le développement durable, c'est de l'innovation, c'est des nouvelles structures, parce qu'on n'y pense pas, mais l'écologie industrielle, comme Résolu fait avec les serres, c'est réutiliser les différents... Le carbone, là, c'est une pollution parce qu'on en a trop. Comment l'inverser? Ouais. C'est bien intéressant tout ça. J'aime ça, j'ose avec toi. Une belle initiative. Ben, moi, je trouve, en tout cas, on avait Saguenay en bouffe, hein, où à chaque année, on pouvait aller manger dans des restaurants, puis on pouvait manger dans des je sais pas, thaïlandais ou, je sais pas moi, éthiopiens, donc de plein de cultures différentes. Et là, il y avait une demande de l'intérieur, puis ça a été piloté par des gens de la région. Et on va prendre un virage où, maintenant, Saguenay en bouffe va être axé sur le local. Qu'est-ce qu'on mange? La production locale, nos fruits, nos légumes, nos épices, la boréalie, tout ce qu'on a ici. Et là, les chefs vont pouvoir s'éclater parce que la réalité, là, c'est que moi, je suis chef, je suis spécialisé dans ce que j'ai chez nous. On me demande de cuisiner éthiopien. Ben oui, je vais trouver une recette, ça va être bon, mais c'est pas la même chose. Là, ils vont pouvoir vraiment s'éclater. On parlait d'innovation, mais innover, nous faire découvrir des produits de chez nous. Bien, moi, je suis tellement contente parce que ici, on a tellement d'épices. J'ai un jeune chef cuisinier, Johnny Guillemette, ici, qui habite à Dolbeau-Mistassini, qui m'a fait goûter. Il a assaisonné une pièce de viande au sapin. Oui, il y a différentes épices qu'on a présentement au Québec, surtout dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui peuvent être utilisées. Puis c'est vraiment plaisant parce que oui, on a un producteur d'agneaux au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a une entreprise de chocolaterie qui a gagné un grand prix à l'UPA. On a tellement de beaux produits. Moi, je trouve ça super intéressant. Puis ça donne pas mal plus de liberté à la créativité puis une accessibilité aussi au niveau du produit, en plus de valoriser avec les producteurs locaux. Oui, l'achat local, on sait comment c'est bon pour l'économie locale. Oui. Moi, j'aimais beaucoup quand même le principe de Saguenay en bouffe lorsqu'il faisait les différentes communautés culturelles. Parce que moi, j'aime ça, la bouffe ethnique. J'adore ça. Moi aussi, mais en même temps, ça... Mais c'est pas des experts. C'est pas comme tu vas dans un restaurant qui servent tout ça à l'année. C'est pas la même chose. Puis, je pense aussi au niveau touristique, parce que c'est pas juste du tourisme d'expédition. Ça veut dire du tourisme moins de 24 heures, tu dors pas sur place.
Là, on va pouvoir avoir des touristes plus long terme, puis dans la saison, où on a beaucoup de touristes français qui viennent profiter de l'automne, qui viennent profiter de Ils vont ça. découvrir nos produits. Bien, ils vont découvrir nos produits, ils vont découvrir à des prix très raisonnables, puis nous-mêmes, on va découvrir les produits qu'on ne sait pas qu'on a au niveau local, qu'on dit « Ah, ouais, je peux acheter ça ici. Oui. Ah, ouais, cette recette-là, je peux la faire à la maison. Hey, je viens de trouver ma recette pour le temps des fêtes à faire. Il y a tellement... au niveau local, je pense qu'en plus, avec la quantité de produits qu'on a, avec les découvertes que M. Fabien Girard fait aussi à Gérardville, je pense qu'on est capable d'avoir pour plusieurs années des affaires très intéressantes, extravagantes et innovantes Oui. à Saguenay-en-Bourg. Oui, en tout cas. Moi, juste aussi la culture autochtone à travers la nourriture, des affaires extraordinaires. Bon, hey, je vois le temps file, là, puis il y a des choses dont je veux parler. Oui. L'UPA met sur pied une coopérative de remplacement. Ça fait des années qu'ils en parlent, puis Oui, enfin... c'est quoi ça? C'est quoi une coopérative de remplacement? Une coopérative de remplacement, c'est que présentement, au Québec, on a de l'épuisement auprès de nos agriculteurs. Et une pénurie de main-d'œuvre. Et une pénurie de main-d'œuvre. Donc, qui va être prêt à travailler de longues heures à des heures pas possibles physiquement? Ouais. Puis, il faut aussi qu'il y ait quelqu'un qui soit formé, qui connaisse la machinerie, qui sache s'y prendre avec les animaux, que tu as confiance aussi, parce que c'est quand même des bêtes, c'est des êtres vivants. Il y a plusieurs agriculteurs qui n'accepteront pas que leur employé donne un coup de pied à l'animal ou autre. Personne ne mérite un coup de pied. Non, personne n'est rien. Point. Tout être vivant ne mérite pas un coup de pied, selon moi. À part des fois de mon chum quand il faut qu'il fasse le ménage. Je t'aime, mon amour. Cette coopérative-là va permettre aux travailleurs agricoles de pouvoir connaître différentes machineries. Ça, c'est déjà très intéressant pour les travailleurs qui veulent faire. Ça va permettre aussi aux agriculteurs d'avoir des périodes de repos. Ce que j'ai compris dans ce projet-là, c'est pas une semaine au complet. Mais je vous dirais que pour un agriculteur, être capable de dormir un samedi matin, là, c'est un luxe. Il ne faut pas que tu aies d'enfants si tu veux dormir un samedi matin, de toute façon. Bien, aller aux Zoos de Saint-Félicien avec tes enfants. Ouais. C'est déjà avoir une pause avoir une pause ou avoir de l'aide ou avoir... C'est vrai qu'une journée semaine, ça, c'est pas beaucoup, là. Non, c'est vraiment... Ils n'ont pas ça du tout, les autres. Ils n'ont pas ça, puis je te dirais que ça va prendre beaucoup de temps avant qu'ils soient capables de tous avoir ça, mais ça va permettre de répondre aux besoins, d'éviter l'épuisement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a à peu près un an, il y a un jeune homme, propriétaire d'une ferme à Normandin, qui a vendu sa ferme pour trouble de dépression. Ah oui. Et les solutions sont limitées, là. Même on a une travailleuse de rang maintenant dans la région, quand même. Ça peut aider. Moi, ce que je sais, par les informations que j'ai privilégiées, ils ont été même aller voir des psychologues, des psychiatres pour avoir ce rôle-là, puis ils ont refusé parce que la job est pas mal plus rough qu'il y en a de l'air, là. Donc, là, on travaille en amont et en aval. Bien intéressant pour aider les gens à avoir une pause. Tu sais, quand on dit bien dormir, bien dormir 4 heures par nuit pour s'occuper de nos bêtes, pas être capable de redormir dans la journée, pas avoir de vie sociale parce qu'il faut que tu restes pour tes bêtes, pas être capable de prendre de vacances parce qu'il y a, en plus, dans la situation économique qu'on a présentement, qui fait que le lait, le bœuf, tous les produits agricoles, c'est quelque chose qu'on parle pas dans les élections fédérales présentement et c'est de leur responsabilité. Bien, chapeau à l'UPA parce que c'est pas facile à monter. C'est pas facile d'avoir une banque de noms, c'est pas facile, mais c'est super intéressant. Mais je pense aussi à la main-d'œuvre, aux individus. Ça va répondre à un certain type de personnalité, les gens qui veulent faire un coup de cash, mais aussi les gens qui vont être intéressés à voir les différents types de machinerie, les différents animaux, qui vont être formés, puis qui vont comprendre aussi la réalité des agriculteurs. Oui, puis ils vont pouvoir aller dans plusieurs fermes différentes, donc ils vont voir aussi les méthodes, oui, les méthodes, comment s'améliorer. Ça fonctionne, peut-être parler de dire « Hey, j'ai vu ça sur tel agriculteur, peut-être que tu pourrais faire ça aussi dans ta ferme », fait que ça peut peut-être aussi amener les gens à changer les choses. Mais ça peut être aussi une manière de travailler, les équipements, il y a plein de choses qui vont en sortir. Ce qui va être un peu négatif là-dedans, c'est, surtout dans les premiers temps, c'est que tout le monde va se les arracher. Oh oui, non, c'est ça. Mais tout le monde va se les arracher, pas à n'importe quel prix, parce qu'il y en a qui sont plus craintifs que d'autres quand c'est tes propres bêtes, là. Je me souviens, j'ai travaillé dans une ferme à Normandin, puis ça m'a pris un bon 3 semaines, mais je travaillais 4 jours semaine, à tous les matins, tous les soirs, puis ça a pris un bon 3 semaines avant que l'agriculteur me permette d'y aller seul. Alors que ça allait bien. Ouais. Mais c'était vraiment pour s'assurer que je donnais les bonnes doses, que tout était correct.
Mais la dernière semaine, c'est moi qui ai dit « Assis-toi, puis prends ton café. Moi, je vais te montrer que je suis capable tout seul. » T'as-tu été capable? Oui. Pourquoi tu ne travailles plus là? Bien, c'est parce que c'est très dur physiquement. On va se le dire, là, parce que ça fait partie du sujet. C'est très dur physiquement. L'odeur dans une ferme laitière, c'est assez rough. C'est vraiment très dur, l'odeur de l'étable. C'est très, très dur. Moi qui fais de l'asthme en plus. Ah oui. Non, c'est correct. Mais moi, j'ai trouvé ça gratifiant, puis je peux vous dire que j'étais courbaturée à la fin de mes 4 jours. Mais en même temps, j'étais fière. Je connaissais à peu près toutes les vaches. Il n'y avait pas de nom, mais j'avais ma grosse, j'avais la petite, ma chialeuse, ma boqueuse, parce qu'à chaque fois que je passais, elle essayait de se donner un coup. J'avais tout accès à eux autres, puis j'étais tellement petite, là. Les vaches me dépassaient d'un pied. C'est moi qui faisais. Tout le monde te dépasse d'un pied. Oui, hein, vive les talons aujourd'hui, Pierre, hein? Vive les talons, parce que sinon, c'est ça ma grandeur naturelle. Je t'amène sur un autre sujet. Oui. Toxic Action, oui. Fait l'acquisition d'une unité mobile d'intervention. C'est génial, ça? J'adore ça quand nos émissions passent du négatif au positif. J'adore ça. Parce que le bunker, c'est comme ça que ça s'appelle leur autobus. Le bunker, c'est un super de bel outil. Il ne faut pas oublier que les personnes qui ont des besoins de services de travailleurs de rue, c'est pas seulement Dolbeau-Mistassini. Puis les travailleurs de rue, les équipes, ont besoin d'avoir un outil de travail qui va leur permettre de se déplacer dans les différentes municipalités. Là. Pas seulement dans les grands centres normandins. Non, ça permet d'avoir un endroit neutre, facile. Quand vous allez le voir, là, vous allez, OK, c'est ça le bunker. Il est vraiment bien, super bien lettré. Avec, au lieu d'avoir des bancs, comme on voit dans un autobus en rangée comme ça, ils sont de côté, comme ça, ils peuvent parler face à face, avoir plusieurs groupes en même temps. Tout bien. Une zone de travail, de rencontre. Oui, puis ça te permet d'avoir, de pas toujours avoir une intervention chez toi. Ouais. Tu sais, la Toxic Action, c'est des travailleurs de rue. Ils portent le nom vraiment qui a un lien avec la toxicomanie, mais ils aident des femmes monoparentales qui ont de la misère pour trouver des ressources. Ils aident différentes personnes qui ont des problèmes d'insertion sociale, je dirais, parce que c'est plusieurs termes différents, mais c'est un problème d'insertion sociale. Tu peux arriver avec le bunker qui est quand même très bien marqué, mais tu peux aussi arriver avec ton auto, puis la personne a le droit de dire « apporte pas ton sac à dos parce qu'il est identifié pour demander de l'aide ». C'est juste un outil de plus qui va leur permettre de se rendre, par exemple, à Sainte-Élisabeth-de-Prou, et d'avoir pas juste une rencontre, d'avoir plusieurs rencontres, d'avoir un lieu de rencontre, puis sûrement des groupes de discussion ou autres, sans avoir à emprunter un local ou autre. Donc, c'est... Moi, chapeau, félicitations, parce que je sais que c'est plusieurs partenaires qui ont permis de financer le minibus à 115 000 Oui. Donc, c'est bravo à Toxic Action, mais surtout, je ne connais pas les commanditaires, mais je peux vous le dire en tant que citoyenne. Merci beaucoup à chacun des partenaires et des commanditaires financiers pour cet outil-là. Toxic Action, dans les dernières années, a eu plusieurs problèmes de financement. Puis c'est pas parce qu'ils font mal le travail, c'est au contraire parce qu'ils le font tellement bien qu'ils ont besoin de ressources pour aller plus loin. Et merci beaucoup. On ne le dit pas assez souvent à nos partenaires financiers dans les organismes à but non lucratif. On met les logos. Moi, je ne les connais pas. Mais félicitations à Christine Gagnon puis à toute son équipe, puis aux partenaires financiers qui ont pu rendre ça réalisable. C'est vrai, il faut remercier nos partenaires. Merci de venir faire cette émission avec moi. Merci beaucoup, Pierre. Donc, je vais te souhaiter une belle semaine. Non, on n'a pas fini. Non, on n'a pas fini. Hey. Oh non, on s'en va maintenant au niveau provincial. Oui. C'était une promesse électorale. Plusieurs partis qui en ont fait. C'est une promesse, écoute, qui date. Le PQ l'a faite en 72, là, cette promesse-là. Donc, de changer le mode de scrutin. Et là, on semble avancer. Il y aura le dépôt d'un projet qui semble remettre le changement du mode de scrutin en 2026 puis en 2022. Mais en 2022, quand on irait voter, il y aura probablement un référendum pour savoir si on veut ou pas changer le mode de scrutin. Quelle est ton analyse du processus? Parce que, c'est ça, on retarde encore de 4 ans, mais des fois, faut mettre un petit pas en arrière avant d'avancer plus loin, non? Ce qui est particulier, quand on parle de changement d'un processus électoral, ce qui est délicat, c'est que les gens qui sont au pouvoir sont au pouvoir grâce à l'ancien processus. C'est ce qu'ils veulent vraiment le changer. On a vu ça, écoute... on l'a vu au fédéral, on l'a vu à tellement d'endroits. Donc déjà, c'est audacieux de la part de la CAQ de le faire. Première fois que le parti est au pouvoir et il propose ça. C'est déjà extraordinaire. Ça, selon moi, c'est déjà extraordinaire. Oui, ça a l'air long. Cependant, on dit changer, mais changer pour lequel?
Ça va donner le temps de faire, de plein penser. De modes de scrutin différents. Il y a plein de modes de scrutin, puis il y en a qui n'existent pas encore aussi. C'est vrai qu'on pourrait en inventer un nouveau. Oui, donc ça, je trouve ça bien intéressant. Puis oui, ça prend du temps, mais comme n'importe quelle structure, physique ou non, il faut se faire un plan, le faire approuver pour que tout le monde soit d'accord avant de partir le construire. Ouais. Donc, moi, oui, je veux voir le plan avant de dire oui. Oui, non, clairement. Puis moi, je vais juger de la volonté politique de vraiment changer le mode de scrutin quand je vais voir, en fait, qu'est-ce qu'on va nous proposer comme question. Parce que, techniquement, c'est un référendum sur le changement de mode de scrutin. Il y en a déjà eu 3 au Canada. Il n'y en a aucun qui a passé. Les gens sont réfractaires au changement. Et je ne sais pas si on passe par là parce qu'à quelque part, on ne veut pas trop que ça change. Mais moi, j'espère que ça va changer parce qu'on pourra avoir un modèle de scrutin plus légitime. Il ne faut pas oublier qu'en ce moment, là, le parti au pouvoir, là, il y a plus de gens qui ont voté contre qui ont voté pour. Là. La légitimité, elle est moyenne. Là. Mais présentement, étant donné qu'on est dans un processus uninominal à un tour, ça veut dire qu'on vote une fois, mais pour 2 candidats. On vote pour le chef, puis on vote pour notre candidat local. Oh, c'est pas mal compliqué, là. En fait, on vote pour le candidat local et le chef de parti qui a le plus de candidats locaux qui est élu devient chef. Mais en plus, c'est qu'on fait des campagnes de chefs et de partis au lieu de faire des campagnes locales. Fait que... Mais ce système-là est là depuis combien de temps, Pierre? Depuis 1867. 1867, les médias n'étaient pas là. N'avaient pas aussi cet impact-là au niveau national. C'était nos candidats sur place qui nous touchaient. Oui, mais là, les discours se faisaient sur les tribunes à l'extérieur. C'était vraiment différent. Et l'accessibilité à l'information a changé beaucoup. Puis on ne se le cachera pas, au niveau de la politique, c'est l'information qui fait toute la différence. L'information sur laquelle on a des sujets. Donc, est-ce que c'est encore adapté? Les méthodes de communication, l'accès à l'information, l'Internet fait qu'on a beaucoup plus d'informations. On a des connaissances pour le local, pour le régional, le provincial, le national, puis l'international. Tout ça peut être traité de manière séparée. Moi, à chaque fois que je fais des élections, et je suis sûre que je ne suis pas la seule, à chaque fois qu'il y a des élections, je me pose la question, toujours dans mon fort intérieur, j'aime beaucoup ce candidat-là. Ses promesses au niveau local m'intéressent, mais j'aime pas son chef. J'aime pas l'idéologie du parti. J'aime pas l'idéologie du parti, j'aime pas... Je trouve que c'est un bon député chez nous, mais il n'est pas dans le bon parti, c'est ça qu'on... Bien, c'est ça, à ce moment-là, là, on se retrouve coincé. Est-ce qu'on vote stratégique puis on vote pour un chef, mais on se nuit au pouvoir de notre député qu'on voudrait avoir? Ou on vote pour notre député au niveau local au risque qu'il n'ait pas le pouvoir qu'on voudrait? Oui, je pense que le système allemand serait peut-être le mieux adapté pour ce que... Ben, en tout cas, pour répondre, en fait, à la question. Il y a aussi un système bien intéressant au Danemark. Oui, ça reste le même principe. Cependant, lorsqu'ils font le gouvernement, le principe, je ne sais pas c'est quoi le système en Allemagne, mais le gouvernement au Danemark, lorsque, par exemple, c'est 25-25-25, bien, le Conseil des ministres, c'est 25-25-25. C'est pas le parti au pouvoir. Non, c'est l'idée de la proportionnelle. C'est la proportionnelle au niveau des décisionnaires. Ouais. Donc, le Parti vert aurait 25 mais le Parti vert aurait sûrement le ministère de l'Environnement. Oui. Donc, ça fait que ça oblige les gens à travailler ensemble, à se parler. C'est très simple. Le modèle allemand, en fait, là, pour très simplifier, c'est que tu as 2 votes. Tu votes pour ton candidat régional, donc qui est le meilleur candidat pour représenter ton comté, puis tu as un vote au national du genre... pour quelle idéologie, quel parti ou quel premier ministre tu voudrais avoir. Fait que c'est très simple. Tu vas voter 2 partis, mais tu gardes ta représentation régionale. Mais d'un côté, sur la représentation idéologique, bien là, tu as une proportionnelle, donc tu as une équité. Hein? Parce qu'on a vu des partis, moi je me rappelle une fois, la DQ avait presque 25 des votes, mais seulement 3 ou 4 députés. Là, c'est là où les gens disent, on veut la proportionnelle. Mais une fois que tu étais élu, avec le système en place, tu dis, ouais, mais là, si on avait la proportionnelle, on aurait moins de députés, on serait moins fort. C'est meilleur de voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Moi, j'entends ça, puis je me dis, ceux qui ont déjà fait des syndicats étudiants, avoir quorum pour une assemblée générale, juste le fait d'avoir le nombre nécessaire, tu sais, ce qui peut être réfractaire à cette idée-là, si on regarde de l'autre côté, c'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir autant de votes? Parce que si c'est une proportionnelle sur l'ensemble de la population... En fait, ça amène souvent des gouvernements qui sont minoritaires. On les diabolise souvent ici au Canada, au Québec,
parce qu'on en a peu eu, puis on a l'impression que ça fonctionne pas. Mais au contraire, ça fonctionne très bien. Ça l'oblige juste les gens à se parler, de faire des compromis. Mais nous, on est habitués avec l'espèce d'absurdité de « je suis au pouvoir, j'ai raison, je suis dans l'opposition, je suis contre ». Mais dans un gouvernement minoritaire, les gens doivent se parler, s'entendre, faire des compromis, et ça fait avancer la société pour tous. Moi, j'entends les membres de ma famille qui me disent un gouvernement minoritaire, c'est le statu quo, on n'avance pas. Oh, que non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On avance. Il y a un proverbe africain qui le dit si tu veux aller loin, vas-y seul. Si tu veux aller vite, vas-y seul. Si tu veux aller loin, vas-y ensemble. Ouais. C'est la même chose. C'est que quand on se retrouve dans un gouvernement majoritaire avec beaucoup de contradictions, plutôt c'est des dictatures à échéance. Là. Pendant le temps de leur mandat, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Là. Oui, mais là, le prochain mandat, il annule ce qu'il a fait de l'autre. Donc, on recule, on avance, on recule. Au lieu de faire, on travaille tous ensemble, puis il n'y a personne qui va pouvoir dire ça marche pas. Ils ont négocié pour avancer. Donc, on avance lentement, mais sûrement. Regardez en Allemagne, ça fait 12 ans qu'il y a un gouvernement, c'est un gouvernement minoritaire qui travaille ensemble. À ce que je sache, l'Allemagne est la première économie d'Europe, un des endroits où il fait bon vivre dans le monde. Non, mais tu sais, c'est parce qu'ils ont été habitués à ça, parce que ça fait depuis les années 70 qu'il y a des groupuscules comme le Parti vert ou d'autres qui ont commencé tranquillement avec un député, mais qui ont une voix qui peuvent amener des idées. Ça fait tranquillement, tu sais, son chemin. Tu vas trouver l'idée très drôle, mais... Sûrement. La Belgique a eu combien de jours sans gouvernement? Oui. Parce qu'on n'était pas capable de s'entendre entre les Flamands et les Wallons. Mais ça l'a quand même, pendant qu'il n'y avait pas de gouvernement, le pays a fonctionné. Oui, parce que là, ils se sont parlé pour les dossiers qui étaient en cours, puis ça a fonctionné. Est-ce qu'il y a eu des nouveautés? Non. Mais je pense qu'ils ont été près de 2 ans sans gouvernement. Ah, assez longtemps. Puis ça l'a fonctionné. Il n'y avait pas un gouvernement au pouvoir, il n'y avait pas un parti au pouvoir. Il y avait les députés qui parlaient des choses à régler, puis ils réglaient. Non, mais c'est ça, c'est de se parler. Mais on a tellement été habitués à pour-contre. Puis les médias n'aident pas là-dedans, parce que souvent, quand on va voir un débat, c'est ça, pour-contre. Il faut comme se positionner pour-contre. Mais la réalité est beaucoup plus grise que ça, là. Je veux dire, il y a des bons, des mauvais côtés à chaque option. Il n'y a pas de méchant ou de gentil, non, mais non, c'est une question de valeur, de contexte. Il y a beaucoup plus que ça. En politique, il n'y a pas beaucoup de vérité, là. C'est beaucoup des questions de valeur et de contexte. Oui, puis... J'ai perdu mon idée. Ah, tu la retrouveras pour la semaine prochaine. Oui. Non, tu ne seras pas là. À notre prochain épisode. Notre prochain épisode, tu reviendras avec ton idée. J'espère que tu la retrouveras d'ici là. Nous, on vous dit merci infiniment d'avoir écouté cette émission d'actualité. On se fait un plaisir. Si vous avez des commentaires, des questions, des interventions, allez-y via notre page Facebook de la Télévision du Haut-du-Lac ou directement sur le courriel de la Télévision du Haut-du-Lac. Merci d'avoir été les nôtres. Merci, Joanie. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Bonne semaine. Bonne semaine.